Il existe des photos de notre univers prises par le télescope spatial James Webb qui nous sont cachées. Que montrent ces images? Pourquoi sont-elles cachées? Et quand les verra-t-on? Entre ça et de nouvelles images à couper le souffle, ces observations et bien d'autres, je vous propose, aujourd'hui encore, de s'offrir un nouveau point sur le télescope spatial James Webb. Mais, comme d'habitude, j'aimerais aussi vous inviter, en plus de vous abonner et partager cet épisode, à poser vos questions sur le télescope. Comme d'habitude, je ferai de mon mieux pour répondre à vos questions sur son fonctionnement, ses observations, ce que l'on y voit, et j'en passe. Sur ce, je vous propose de nous retrouver juste après pour une nouvelle dose d'espace dédiée au télescope spatial James Webb. Pour ouvrir cet épisode, et avant d'entrer dans des sujets plus sérieux, j'avais envie de vous partager deux de ces récentes observations. Et pour commencer, je ne pouvais résister à l'envie d'ouvrir le bal avec une image que je vous ai déjà montrée quelques fois sans en parler sur cette chaîne. Elle montre la galaxie de la roue de Chariot et ses deux voisines, PGC 2249 et 2252. Ces deux petites galaxies satellites, plus une troisième qui n'est pas visible sur cette image, font partie d'un groupe de galaxies locales et sont en fait des galaxies satellites de la roue de Chariot. On peut, dans le principe, les comparer aux grands et petits nuages de Magellan, petites galaxies satellites de notre Voie lactée. Mais ce qui frappe le plus avec cette galaxie, c'est sa forme de roue de Chariot avec un cercle externe, les bras de la galaxie et un cercle interne. Cette forme, assez singulière il faut le reconnaître, serait en fait le fruit de la collision d'une galaxie avec celle de la roue de Chariot dans sa jeunesse. Cette collision aura ainsi donné naissance à deux anneaux, l'un interne et l'autre externe, tous deux étant encore en expansion, et il est assez compliqué de prévoir la forme que prendra la galaxie dans les centaines de millions et quelques milliards d'années à venir. Enfin, située à une distance d'environ 500 millions d'années-lumière de nous, la galaxie de la roue de Chariot s'offre un diamètre d'environ 150 000 années-lumière, soit entre les 100 000 de notre galaxie et les 200 000 d'Andromède, notre voisine. Et tant que l'on est dans le thème de notre galaxie et des satellites, je ne pouvais résister à l'envie de vous montrer cette image, publiée en milieu de semaine, montrant la nébuleuse de la Tarentule. Une petite pensée aux arachnophobes qui regardent ceci, qui se surprennent à être émerveillés par une tarentule large de plus de 1400 années-lumière de diamètre. Car la nébuleuse de la Tarentule n'est ni plus ni moins qu'un gigantesque monstre cosmique. Elle est en effet un gigantesque amas de gaz, donnant naissance à des étoiles par centaines, le tout à 160 000 années-lumière d'ici. Et ce, dans le grand nuage de Magellan. C'est d'ailleurs l'une des régions de formation d'étoiles les plus actives de notre groupe local, incluant Andromède, la galaxie du Triangle, et les galaxies moyennes NGC 300 et NGC 55. À vrai dire, on ne connaît qu'une seule nébuleuse plus grande dans notre groupe local, NGC 604 dans la galaxie du Triangle, à 2,5 millions d'années-lumière de nous et qui s'étend sur environ 1500 années-lumière. Une des autres observations de Webb sur laquelle je voulais également revenir, c'est une partagée entre autres par Judy Schmidt, une fois de plus les crédits seront en description, et qui montre l'étoile de type Wolf-Rayet WR140. L'étoile fait d'ailleurs partie d'un système binaire. C'est important pour la suite. Pour résumer très rapidement,
Les étoiles de Wolf-Rayet sont des étoiles de plusieurs dizaines de masses solaires qui, arrivées en fin de vie, expulsent leur gaz avant d'entrer en supernova et sont probablement les restants d'étoiles plus massives que notre Soleil, allant de 9 à 315 fois sa masse. On parle donc aussi souvent d'étoiles au stade évolutif de Wolf-Rayet, car cet état ne représente qu'une partie de l'existence de ces géantes cosmiques. Mais ce qui frappe ici, c'est l'éjection de matière par ondes, laissant apparaître une sorte de série de vagues. Alors je préfère le dire directement, mais on ignore encore la cause précise de ce schéma dans l'éjection de matière de l'étoile. On suppose néanmoins que cela pourrait être un effet de son étoile compagnon, mais dans les faits, il reste énormément de questions autour de cette formation, et hélas très peu de réponses. Pour du plus léger, je ne pouvais également résister à l'envie de vous partager cette photo de Jupiter, qui est tout simplement à couper le souffle. En plus d'y voir ces anneaux, on y voit aussi, entre autres, différentes petites lunes comme Amalthée et Adrastée, mais aussi une multitude de galaxies situées en fond d'image, à peine perceptibles. Sur ce, j'en arrive tout doucement à la question dont je parlais en début d'épisode. Les données de James Webb sont-elles publiques et pourquoi certaines d'entre elles sont-elles gardées privées? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, toutes les données de James Webb seront tôt ou tard publiques et l'écrasante majorité est déjà disponible et généralement dans les heures qui suivent une observation pour qui veut tenter de faire joujou avec ces données. Via un portail qui regroupe les données de plein de télescopes différents, vous pouvez parcourir les données de Webb par cible, date d'observation, coordonnées stellaires et bien d'autres. Mais de façon générale, certaines observations sont aussi gardées privées, ou du moins ne sont pas accessibles. Certaines données ne sont en effet pas toujours publiées instantanément, dans le but de permettre aux équipes qui ont demandé ces observations d'en analyser les résultats sans subir la pression de devoir vite boucler une étude pour en publier de premiers résultats avant quelqu'un d'autre. La publication de données sans la moindre prise en compte des travaux à mener pourrait ainsi créer un climat malsain de concurrence dans une poignée de cas bien précis, et c'est en partie pour cette raison que parfois, certaines données d'observation mettent un peu de temps à être rendues publiques. Mais de toute façon, cela ne concerne qu'une fine part des données du télescope sur des sujets souvent peu spectaculaires au-delà de leur intérêt scientifique. Enfin, pour terminer, nous avions aussi droit à la publication de la première mosaïque du programme CEERS. Le programme, anagramme de Cosmic Evolution Early Release Science Survey, a pour objectif de démontrer les capacités de Webb à rechercher des galaxies extrêmement éloignées, et donc vues loin dans le passé. Ce type d'observation permettra, entre autres, à mieux comprendre les premières populations d'étoiles, mais j'ai déjà évoqué le sujet. Les liens seront donc en description. Cependant, et on en parle moins, ces observations aideront aussi à plus efficacement dater la formation des premières galaxies et leurs premiers âges, qui restent encore aujourd'hui un point clé pour comprendre l'évolution de notre univers. Ces observations et analyses, qui s'étendent sur plus d'1 an, seront parmi les éléments les plus cruciaux pour ce domaine de la cosmologie et pourraient jouer un rôle important, même si prédire l'impact de ces données est, assez logiquement, quasiment impossible et un fameux défi. De façon générale, le télescope continue d'enchaîner les observations à un rythme plus que soutenu, et on ne peut que se réjouir de voir, après tant d'années d'attente, le télescope entrer dans son âge d'or, avec toutes les futures découvertes que ça implique. Mais ça, c'est un autre sujet.
En attendant, c'est ici que je vais vous quitter pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.